suis nutritionniste de métier. J'ai fait toute ma carrière à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Mon labo de rattachement est à la fac de médecine de la Timone à Marseille. Et puis je suis aussi donc membre du conseil scientifique du parc. Je fais partie des partenaires du PAT. Et au niveau international, parmi d'autres activités, je suis membre du programme de l'ONU qui s'appelle Système alimentaire durable, qui doit durer jusqu'à 2030. Alors, non. Excusez-moi, je suis parti dans ça. Donc, un petit résumé de ce qui s'est passé en matière d'alimentation depuis les années 50. Depuis les années 50, en fait, on a vécu une vraie révolution alimentaire, même si tout le monde ne s'en est pas aperçu. Et pour résumer très rapidement, en fait, la grande évolution, c'est la réduction des produits végétaux dans l'alimentation. C'est vrai pour les céréales, pour les pommes de terre, pour les légumes secs. Et à l'inverse, une augmentation de quasiment tous les produits animaux. C'est vrai pour la viande, pour les charcuteries et pour les produits laitiers. Et puis, sous l'impulsion de l'industrie agroalimentaire, on consomme aussi beaucoup plus de sucre, de lipides, en particulier de lipides animaux, de sel, et de plus en plus d'aliments transformés, voire très transformés, en particulier pour les aliments de tout prix. Donc la conséquence sur le plan alimentaire et nutritionnel, c'est que, en fait, actuellement, au niveau de la population en général, on a un déficit de consommation de fruits et légumes. Vous avez tous en tête le slogan « manger au moins 5 fruits et légumes par jour ». La moyenne française, c'est 3,5. Donc vous voyez qu'on est loin du compte. Par contre, on a en contrepartie, on a aussi trop d'apports en lipides, en particulier des lipides d'origine animale. C'est les lipides saturés qui ne sont pas très bons pour la santé. On consomme en fait trop de protéines. Environ un tiers des protéines qu'on consomme, elles sont surconsommées et elles sont gaspillées en fait. Et avec un rapport entre les protéines animales et végétales de 2 pour 1. Donc un énorme excès de protéines d'origine animale, trop de sucre, trop de sel. Et puis pour une bonne partie de la population française, des apports en énergie alimentaire trop importants. Ça veut dire que les gens mangent trop par rapport à leurs besoins et leur activité physique. Et si on regarde en matière d'apport nutritionnel ce que ça représente, il y a une étude nationale qui a été réalisée par l'ANSES. En fait, le bilan, il n'est vraiment pas bon du tout. C'est que dans l'alimentation actuellement des adultes, on n'a pas assez d'apport moyen en beaucoup de minéraux très importants, comme le fer, comme le calcium, comme le magnésium, en presque toutes les vitamines, en fibres alimentaires. Et c'est particulièrement vrai chez les femmes qui tendent à manger moins que les hommes en quantité pour des raisons d'esthétique et qui, du coup, ont des apports souvent insuffisants en ces nutriments. Donc vous voyez que la situation nutritionnelle, elle n'est pas du tout optimale aujourd'hui. Une des conséquences, et c'est établi par les données de la recherche, c'est la progression extrêmement forte. On peut parler d'obésité. De l'obésité, on peut parler du diabète de type 2, on peut parler des maladies cardiovasculaires, des cancers, des allergies, des maladies neurodégénératives, des dépressions. Toutes ces grandes pathologies qui sont non transmissibles ont énormément augmenté dans le monde entier et en France, même si on a des capacités pour un peu mieux soigner les gens qu'avant, avec des coûts faramineux, puisque en France, pour les quelques principales pathologies, on en est à 100 milliards d'euros par an. Vous voyez dans quelle échelle on est. Et donc, en fait, si on regarde les chiffres simplement du surpoids et de l'obésité, on voit qu'il y a une progression très très forte. Plus de 50% de la population européenne est en surpoids et obèse. C'est le cas de 20% des enfants. Et si vous regardez à droite, les courbes, c'est pour la France. Vous voyez l'augmentation sans discontinuer du taux d'obésité en France depuis le siècle précédent. Et vous voyez qu'en parallèle, on a une augmentation qui, là aussi, ne fait qu'augmenter, qui est malheureusement, qui s'accélère même au cours du temps pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète de type 2 et pour les cancers. Donc, vous voyez que la situation sanitaire n'est pas vraiment brillante non plus. Un autre sujet qui est souvent un peu abordé, et c'est pour ça que je l'aborde, c'est la question de la contamination de la population par les pesticides. Un premier rapport a été publié en 2012, un rapport officiel français de l'Institut de veille sanitaire, qui a cherché chez 400 adultes représentatifs de la population 25 résidus de pesticides dans l'organisme des 3 grandes familles organochlorés, organophosphorés, pyrétrénoïdes de synthèse.
Chez quasiment tous les individus, on trouve 22 des 23 molécules qui ont été recherchées. Ce qui veut dire que depuis 2012, on sait que toute la population française adulte est systématiquement contaminée par des mélanges de dizaines de pesticides. Plus récemment, il y a deux grandes cohortes françaises qui sont sources d'études. C'est la cohorte Pélagie et la cohorte ELF. Ce sont des cohortes mère-enfant qui sont suivies par des chercheurs de l'INSERM. Donc, ils suivent les mamans avant la grossesse, pendant la grossesse, après l'accouchement, et qui vont suivre le devenir des enfants. Pour vous résumer, là aussi, on a recherché les résidus de pesticides dans le centre de cordon ombilical. Et vous voyez les chiffres qui sont accablants. C'est qu'entre 84 et 100% des femmes sont contaminées par différents types de pesticides, dont 2 tiers sont des perturbateurs endocriniens. Ce qui veut dire que les fœtus ont été, dans la même proportion, contaminés par des résidus de pesticides perturbateurs endocriniens pendant leur développement. Enfin, dernier rapport, c'est le rapport de l'INSERM, donc, à qui j'appartiens, qui en 2013 a fait une expertise collective avec un groupe d'experts français pour faire la synthèse de toutes les données scientifiques internationales sur la relation connue entre l'exposition aux pesticides et les pathologies, et qui a fait une mise à jour pendant les 2 dernières années, qui a été publiée en juillet 2021. Le résumé, là aussi, il est relativement accablant. Le rapport, il fait 1000 pages. Et l'évidence scientifique, c'est que oui, il est clairement établi toute une liste de pathologies qui sont liées à une surexposition aux pesticides. Ça concerne bien sûr d'abord les agriculteurs. Je rappelle que la MSA reconnaît la maladie de Parkinson, les lymphomes et le cancer de la prostate comme maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides. Et en population générale, à beaucoup d'autres pathologies. Ça concerne les cancers, des tumeurs cérébrales. Et de plus en plus, on a des éléments qui font penser que ça favorise aussi le surpoids et l'obésité et le diabète. Donc là aussi, vous voyez que la situation sanitaire de la population, elle est loin d'être brillante dans notre pays pour cette raison-là. Et enfin, pour finir le tableau, je sais, il n'est pas très positif, mais je n'y suis pour rien. Ce sont les données aujourd'hui que tout le monde ne peut partager. Donc on a de graves études, de graves inquiétudes pour les écosystèmes en général. On peut commencer par l'homme, même si c'est un petit élément de l'écosystème. C'est qu'effectivement, on a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices avec des revenus de plus en plus insuffisants, avec des terres agricoles qui soit augmentent, mais c'est par déforestation, ce qui est catastrophique, soit qui diminuent par artificialisation, ce qui est le cas en particulier dans des pays comme le nôtre. Et puis des rendements en agriculture qui plafonnent depuis les années 2000 pour les grandes cultures, ce qui montre que le système agronomique qui a été développé est arrivé au bout de son évolution et est plus capable d'améliorer la productivité. On a un épuisement des ressources qui est reconnu par les rapports internationaux. Ça concerne les sols, ça concerne l'eau douce, ça concerne les consommations d'énergie, d'engrais. Les pollutions, malheureusement, on a une liste de pollutions qui n'en finit plus. Ça concerne les sols agricoles, on a des données en France et des données européennes par les pesticides. Les réserves d'eau, qu'elles soient superficielles ou profondes, là aussi ça concerne les pesticides et ça concerne les nitrates. L'air, lorsqu'on mesure sa qualité, est polluée aussi bien en zone rurale, en particulier dans les zones très, très intensives, mais aussi en zone urbaine. La perte de biodiversité, je pense que tout le monde en a entendu parler. On est en train de vivre la 6e extinction des espèces. Et puis au niveau des mers et des océans, ça ne va pas mieux, puisque un tiers des stocks de poissons sont à la limite de la viabilité, sans parler des plastiques. Dernier point, c'est celui dont on parle le plus, c'est le dérèglement climatique, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Vous êtes tous au courant des prévisions du GIEC. C'est toujours le scénario le plus catastrophique depuis 15 ans qu'a prévu le GIEC, qui est en train de se passer. Donc on est en très très grave danger. Je voudrais rappeler que le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, comme l'a souligné, comme l'a évoqué Nicolas, c'est le secteur agricole et agroalimentaire, puisque l'agriculture, c'est 22% des émissions de GES, et le système alimentaire total, agriculture plus jusqu'au stade de consommation et tout ce que ça implique, c'est 33% des émissions de GES. Donc c'est vrai pour la France et c'est en gros les chiffres aussi qu'on a au niveau mondial. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que pendant quelques décennies, on n'a pas voulu voir, mais on en est là aujourd'hui. Donc maintenant, il faut essayer de gérer.
Et donc, clairement, la question de l'alimentation et de la santé, c'est un élément fondamental pour la vie quotidienne de tous les citoyens, mais aussi pour toutes les sociétés, au cœur de la durabilité. Et il n'y a pas que l'aspect économique, que l'aspect social et que l'aspect écologique ou environnemental. C'est pour ça qu'en 2010, la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a organisé une conférence internationale à laquelle j'étais pour élaborer par consensus une définition des alimentations durables, voyant bien que le système du passé était arrivé en bout de course. Donc je vous la laisse lire tout en vous parlant. Vous voyez qu'il y a des mots-clés extrêmement importants. C'est réduire les impacts environnementaux, atteindre la sécurité alimentaire, on en est très loin aujourd'hui. Penser aux générations présentes, mais aussi, surtout, ne pas oublier les générations futures. Donc les aspects économiques et culturels de la question, et puis l'aspect nutritionnel, l'aspect sanitaire au sens ne pas avoir de contamination des aliments par des molécules toxiques ou des micro-organismes, et puis la promotion de la santé. Donc vous voyez que ça, c'est devenu maintenant la référence internationale lorsqu'on parle d'alimentation durable. Et donc vous voyez que les mots-clés qui sont là, ils sont très très forts, et ça soulève donc beaucoup de questions. Alors pour rendre un peu concret ces beaux discours, je suis l'exemple d'une étude qu'on a réalisée en France, publiée en 2018 dans une grande revue scientifique. On a travaillé sur la cohorte Nutrinet Santé, dont on a travaillé sur 34 000 personnes en France, dont on a enregistré toutes les caractéristiques, et en particulier leur alimentation de façon très détaillée. Donc on a fait 5 groupes dans cette population de 34 000 personnes, entre ceux qui émettent à gauche le moins de gaz à effet de serre par leur alimentation, jusqu'à ceux à droite qui émettent le plus de gaz à effet de serre à cause de leur alimentation, donc de leur régime alimentaire en fait. Et vous voyez qu'il y a un facteur énorme entre la gauche et la droite, puisqu'on a un facteur 5,5, 550%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a des consommateurs qui émettent très peu de gaz à effet de serre par leur régime alimentaire, d'autres qui en émettent énormément. Si on regarde d'autres paramètres qui sont associés à cette émission de gaz à effet de serre de l'alimentation, on s'aperçoit que ceux qui ont l'alimentation qui émet le plus de gaz à effet de serre, ça consomme plus de surface de terre agricole pour produire leur régime, et ça nécessite plus d'énergie pour la produire. Si on regarde leurs caractéristiques alimentaires, ce sont des gens qui ont plus on émet de gaz à effet de serre, en fait plus on mange en quantité, souvent trop, plus on mange de produits animaux, moins on mange de produits bio, moins la qualité de l'alimentation est bonne. Les gens sont plus en surpoids ou obèses, et le coût d'achat de leur alimentation, il est de 11% plus élevé, entre les deux extrêmes. Et donc si on regarde très rapidement le type d'alimentation que les gens ont, vous voyez qu'à gauche, effectivement, entre la gauche, le milieu et la droite, donc plus on produit de gaz à effet de serre, plus on consomme en quantité, donc souvent trop, parce que pour beaucoup de gens, dépasser 2000 kilocalories par jour, c'est déjà presque trop. Donc tous ceux qui sont à droite, en fait, pour beaucoup, sont des gens qui mangent trop par rapport à leurs besoins. Vous voyez qu'ils mangent, lorsqu'on va vers la droite, 10 fois plus de viande rouge, 5 fois plus de viande blanche, nettement plus de produits laitiers et de fromage, nettement moins de fruits et légumes, de céréales complètes ou de légumes secs comme le soja. Et donc vous voyez que chacun d'entre nous, on est dans un de ces 5 groupes, et en fait ça relève aussi de choix personnels. Où est-ce qu'on veut être là dans ce schéma pour préparer au mieux l'avenir. Donc c'est la question individuelle et collective qu'on peut tous se poser. Alors on a élargi cette approche en essayant de travailler sur le concept de santé unique. C'est un nouveau, donc One Health en anglais, c'est un nouveau concept qui est porté par l'ONU au plan international et qui dit en gros que la santé des humains et celle des écosystèmes sont indissociables. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en gros en se foutant de la santé des écosystèmes et en se préoccupant qu'un peu de celle des hommes. Et je pense que ceux qui n'étaient pas encore très conscients de ce concept, la crise du Covid leur a clairement montré que ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque tout le monde sait maintenant, ça fait 30 ans que les chercheurs spécialistes de la question le savent, c'est que l'apparition de ces zoonoses, c'est directement lié à des impacts sur l'environnement provoqués par l'homme, qui va chercher les virus, et que bien sûr les virus ne faisaient qu'attendre. Voilà, donc
ça nous remet dans la réalité. Donc en fait, on peut calculer avec des indicateurs, en faisant des scores, en groupant des indicateurs, ce concept d'alimentation durable et voir qu'est-ce que ça peut avoir comme interaction avec la santé des hommes. Donc, on a combiné 7 indicateurs sur les pratiques alimentaires, donc ça tourne autour des régimes alimentaires et comment les gens consomment, la qualité nutritionnelle de l'alimentation et la part de bio, le coût d'achat de l'alimentation et l'impact sur les ressources et l'environnement, c'est-à-dire les surfaces de terre, l'énergie pour produire et les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on met tout ça en paquet et qu'on fait tourner des ordinateurs, on observe en France que plus les gens ont une alimentation durable, selon ces 7 indicateurs, après 3 ans de suivi, ils ont une diminution du risque de surpoids et d'obésité très fort. Et après 4 ans, ils ont une diminution très forte du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Tout ça a été publié dans de très grandes revues internationales. Donc oui, il y a le concept de santé unique fonctionne. Plus on a une alimentation durable, plus on est en bonne santé. Et puis on a pu faire de la modélisation. Là, tout à l'heure, c'était de l'observation. Là, c'est de la modélisation. Là aussi, grâce aux ordinateurs, on peut modéliser. Donc on a modélisé à partir de la situation actuelle et en faisant de plus en plus de progrès en matière de durabilité de l'alimentation. Donc en faisant donc des changements progressifs vers une alimentation de plus en plus bonne en termes de qualité et durable, qu'on peut réduire les impacts sur la planète, l'utilisation des terres agricoles, la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de 28 à 86%. Donc ça veut dire que oui, c'est possible. C'est-à-dire que si on veut, on peut se mettre dans des modes de consommation alimentaire qui réduisent énormément les impacts sur la planète et du coup aller mettre en pratique ce concept de l'ONU de la santé unique qui nous concerne tous. Alors, après cet aspect un peu général, pour dire des choses un petit peu plus concrètes, si vous voulez. Donc en fait, comment faire et comment faire bien. Alors en fait, la première référence qu'il ne faut quand même pas oublier, ce sont les repères nutritionnels, les recommandations nutritionnelles officielles françaises. Vous savez que c'est dans le cadre du programme national nutrition santé qui a démarré en 2001 en France. Et la 4e version a été publiée en janvier 2019, puis en décembre 2019. Et vous avez ici un résumé donc, de ces recommandations. Donc c'est porté par le ministère de la Santé. Et ces nouvelles recommandations sont un virage par rapport aux précédentes, même si elles en reprennent en partie. Une recommandation très forte. En haut, c'est pour tous les groupes des produits végétaux, augmenter fortement leur consommation. Bien sûr, il y a toujours les 5 portions par jour de fruits et légumes, mais vous voyez que tous les autres groupes sont concernés, même les fruits à coque. Les fruits à coque, c'est amandes, noix, noisettes et d'autres, s'ils ne sont pas salés. Pour les viandes et les volailles, pour les viandes de volaille et de poisson, c'est un statu quo parce qu'on n'a pas de données pour en changer. Et pour tous les autres produits animaux, c'est une réduction. Passer que à 2 portions par jour pour les produits laitiers et fromages, réduire fortement la consommation de viande rouge à 70 grammes par jour au maximum. Oui, si vous allez chez votre boucher et vous demandez un steak de 70 grammes, il va peut-être faire la tête, parce qu'en général, ce n'est pas ce qui sert quand vous demandez un steak. Limiter encore plus fortement la charcuterie, ces deux raisons-là, c'est parce que le CIRC de l'Organisation mondiale de la santé a classé la viande rouge et les charcuteries comme des cancérogènes possibles ou probables pour l'homme. Et puis réduire les matières grasses et privilégier les huiles végétales, dont l'huile d'olive, et réduire les produits sucrés et salés. 3e recommandation, et celle-là elle est très nouvelle parce que c'est la première fois, c'est pour tous les produits végétaux, c'est privilégier ceux qui sont cultivés en bio. Je serais curieux de savoir dans la salle, si vous pouvez lever le doigt, le nombre de personnes qui est informé de ces nouvelles recommandations nutritionnelles françaises officielles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, donc une faible minorité. C'est tout à fait normal, parce qu'à part ceux qui vraiment vont chercher, et dont c'est quasiment le métier, personne n'en a entendu parler, parce que le ministère n'a fait strictement aucune communication, pour la première fois, sur ces nouvelles recommandations alimentaires. Ce qui est quand même un comble de la part d'un ministère de la Santé. Alors si vous grattez et que vous cherchez beaucoup, vous allez finir par le trouver. Et ça sera a priori sur le site de Santé publique France où vous retrouverez ces recommandations. Mais il faut vraiment bien chercher. Donc là aussi, vous voyez, il y a un vrai problème, Nicolas en parlait, de politique.
mais que font nos responsables politiques en faisant des recommandations qui ne sont surtout pas communiquées, quoi. Ça pose quand même des sacrées questions. Et donc, comme ça n'avait pas été fait, nous on l'a fait avec la cohorte donc, sur laquelle on travaille, on a calculé quels étaient les impacts si tous les Français suivaient les recommandations, à supposer qu'ils en aient été informés. Donc on l'a calculé, avec les ordinateurs on peut faire ça, on a travaillé sur 30 000 personnes, et on a montré effectivement que si on adhère à ces recommandations, on aura une alimentation de haute qualité nutritionnelle, et qu'on réduira fortement l'exposition aux pesticides. Ça va provoquer une réduction de 35 000 décès par an, auquel il faudra ajouter la réduction des pathologies et des décès liés à l'exposition aux pesticides, parce que ce n'est pas encore calculé. Ça va réduire beaucoup d'impacts sur les ressources et l'environnement, dont les émissions de gaz. Et tout ça pour un prix légèrement supérieur d'achat par jour de 0,9 € par personne. Donc là aussi, un gouvernement digne de ce nom doit pouvoir trouver des moyens d'arriver à compenser cette augmentation de coûts par diverses mesures. Donc là, vous voyez, donc oui, c'est possible. Et ça a des impacts très forts. Alors pour revenir à la question du bio, donc avec mes collègues parisiens qui sont épidémiologistes et qui gèrent la cohorte Nutrinet Santé, on a fait un très gros programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche depuis 10 ans sur les consommateurs bio, ce qui avait été en gros jamais fait au niveau international. Et donc c'est de très loin la plus grande étude au monde sur le sujet. Je vais vous présenter quelques résultats en résumé, parce que sinon on pourrait y passer la matinée. Donc juste pour vous résumer, aujourd'hui en France, si on compare ce qui mange le plus bio, c'est entre 60 et 70% de leur alimentation, avec ceux qui ne mangent jamais bio. Donc ceux qui mangent jamais bio, c'est le trait horizontal. Et les colonnes, c'est les consommateurs réguliers de produits bio. Donc les différences avec ceux qui mangent jamais bio. Donc vous voyez une énorme augmentation de consommation des légumes secs, des fruits à coque, un degré moindre, mais c'est quand même autour de 50% de plus, de légumes, de fruits, d'huile végétale. Pour les boissons alcoolisées, il n'y a pas, si on fait la moyenne des deux sexes, il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis une réduction de tous les produits animaux, fromage, produits laitiers, fast-food, viande de volaille, charcuterie, viande. Donc vous voyez que ça correspond pas mal aux nouvelles recommandations en fait. Et donc si on résume cette alimentation des consommateurs bio d'aujourd'hui, c'est une alimentation qui est nettement plus végétale, qui est de meilleure qualité nutritionnelle, on peut le calculer avec des scores, qui respectent mieux les recommandations officielles. On a calculé les apports en nutriments liés à ce régime alimentaire et on a pu observer qu'il y a des apports supérieurs en bons lipides, les acides gras polyinsaturés, en particulier la N-3, en plusieurs vitamines, en plusieurs minéraux comme le magnésium et le fer, et en fibres alimentaires. Donc tout ça va complètement dans le sens des recommandations. Et enfin, la première observation qu'on a pu faire en matière de réduction du risque de surpoids et d'obésité chez ces forts consommateurs de produits bio, c'est une réduction en moyenne, en gros, de 50% du risque d'être en surpoids ou du risque d'être obèse. Cette étude française, elle a été confirmée par une autre étude française, par une étude aux États-Unis et par une étude en Allemagne. Évidemment, l'autre point qui nous a fortement intéressés, c'était ce problème des pesticides, puisqu'on sait que, puisque les consommateurs bio mangent plus de végétaux, mais on sait aussi, c'est ce qui est écrit sur la diapo, c'est que ce sont les aliments végétaux qui, de très loin, sont le plus contaminés par des résidus de pesticides. Ce sont les données françaises de la DGCCRF, ce sont les données européennes de l'EFSA qu'on a tous les 5 ans. Et donc ces données montrent en gros qu'on a entre 44 et 48% des aliments végétaux, toutes familles confondues, qui sont en permanence contaminés par des résidus de pesticides, et en général c'est des mélanges, alors que les aliments bio sont beaucoup moins contaminés, puisque c'est autour de 2% en France et c'est autour de 6,5% au niveau européen. Et donc on a pu là aussi, dans d'autres études, faire des calculs. Et effectivement, on a pu montrer que si on mange plus d'aliments végétaux, ce qui est recommandé, mais qui ne sont pas bio, on va augmenter l'exposition aux pesticides. C'est normal, puisque la moitié d'entre eux sont contaminés par des résidus de pesticides chimiques. Que par contre, à l'inverse, si on mange ces aliments végétaux bio, qui sont beaucoup, beaucoup moins contaminés par des résidus, même si on en mange, même si ça représente que la moitié de l'alimentation, on réduit très notablement cette exposition aux pesticides. Et on a aussi calculé donc l'impact des recommandations françaises,
qui recommande donc de choisir des aliments bio végétaux. On a calculé qu'on réduisait aussi très fortement l'exposition aux pesticides. La réduction, elle est de l'ordre de 70%. Et donc c'est complètement en accord avec 7 autres études publiées au niveau international, chez les adultes comme chez les enfants. Le dernier point qu'on a regardé, c'est les impacts sur les ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a fait 5 groupes, à partir de 28 000 personnes, on a fait 5 groupes entre ceux qui consomment jamais bio en gris, c'est Q1, jusqu'en vert, Q5, c'est ceux qui mangent le plus bio, donc autour de 60% de leur alimentation. Et on voit que donc on a une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre chez ces gens donc, qui mangent bio et plus végétal de 37%, une réduction de 25% de l'énergie pour produire leur régime alimentaire et de 23% des terres agricoles nécessaires pour produire leur régime. Donc vous voyez un impact très très significatif sur les impacts. Je n'ai pas le temps de vous décrire en détail tous les aspects santé, mais je vais vous les résumer ici. Donc, ces consommateurs bio réguliers aujourd'hui, donc ils ont un meilleur profil alimentaire, ils mangent nettement plus ils ont une alimentation nettement plus végétale, ce sont des végétaux moins raffinés, en particulier pour les céréales. Ils ont des apports supérieurs en nombre de nutriments, ils respectent mieux les recommandations, ils ont moins d'exposition aux pesticides chimiques. On l'a calculé par rapport à ce qu'il y a dans les aliments, mais on a aussi mesuré les résidus de pesticides dans leurs urines. Ils ont une probabilité plus faible d'être en surpoids ou obèses. Vous voyez, c'est entre moins 30 et moins 50%. De risque cardiovasculaire, c'est moins 31%. D'avoir un diabète de type 2, c'est 35%. Et de développer un cancer en moyenne de 25%. Pour les lymphomes, c'est moins 80%. Et pour le cancer du sein chez la femme ménopausée, c'est moins 34%. Et ils ont un impact réduit donc, sur les ressources et sur les émissions de gaz. Donc clairement, si vous faites la somme de toutes ces données, c'est la synthèse d'une vingtaine d'articles scientifiques de notre étude, mais aussi des autres études internationales. Ils ont une beaucoup plus grande conformité, en fait, au concept d'alimentation durable de la FAO, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et aussi du concept One Health de l'ONU qui est en œuvre maintenant. Donc, oui, ça fait partie sûrement des bons choix à faire si on veut à la fois satisfaire tous ces critères. Donc en fait, il y a un consensus international extrêmement fort. Hein. Je participe à pas mal de réunions internationales où je lis bien sûr, comme beaucoup, tous les rapports internationaux qui sont publiés. Et Dieu sait s'ils sont maintenant nombreux. Hein. Ils concernent, bien sûr, il y a les rapports du GIEC, il y a les rapports de l'ONU, il y a les rapports sur la biodiversité. Il y a une foultitude de rapports qui sont produits. Et il y a un consensus scientifique qui ne peut pas être discuté aujourd'hui. C'est pas parce que certains journalistes écrivent ou disent absolument n'importe quoi. Je n'oserais pas le dire pareil pour les politiques, mais souvent, ils ne sont pas plus informés que la population, malheureusement. Hein. On est rentré dans une nouvelle ère géologique. C'est pas rien une ère géologique, hein. D'accord. Elle s'appelle l'Anthropocène. Ce sont les scientifiques qui l'ont appelée comme ça. C'est l'ère qui est caractérisée par le fait que les plus gros impacts sur la planète sont dus à l'homme. Et on a déjà dépassé, ça a été calculé par un collectif international, on a déjà dépassé plusieurs limites de la planète. Je rappelle que l'empreinte de carbone, on l'a atteinte au mois de juillet. L'année dernière, on l'a atteinte au mois de juillet. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juillet, on est en train de dépasser les capacités de notre planète. Vous voyez où on en est. Donc ce qui veut dire que la conclusion de tous ces rapports et de tous ces groupes d'experts, c'est que continuer comme avant, ou comme actuellement, aussi bien pour la production que pour la consommation alimentaire, c'est totalement incompatible avec la notion de durabilité, et en particulier l'atteinte de tous les objectifs de l'ONU, qui s'appellent les objectifs du développement durable. Il y en a une bonne quinzaine, et l'échéance qui est fixée par l'ONU, c'est 2030. 2030, c'est dans 8 ans, hein. C'est demain matin. Donc il n'y a pas de temps à perdre et vraiment il y a une urgence vraiment terrible. Donc il faut absolument faire évoluer les systèmes de production alimentaire, arrêter de tous les aspects négatifs et développer des méthodes qui permettent de produire et de satisfaire les besoins des populations de tous les pays. On est très très loin d'y être aujourd'hui. Et puis au niveau il faut absolument, concernant l'alimentation, il faut absolument faire évoluer les régimes alimentaires. Dans les pays qui déjà surconsomment des produits animaux, c'est notre cas,
mais ça devient le cas de plus en plus dans les pays émergents sur la planète. Hein. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil, avec des augmentations phénoménales de la consommation de produits animaux. Et c'est totalement ingérable au niveau de la planète. Et puis donc, on a la chance, nous, ici, d'avoir un modèle ancestral d'alimentation et d'agriculture qui s'appelle l'alimentation méditerranéenne, qui a été très étudié à partir des années 50. Donc c'était le modèle historique de l'alimentation dans l'arc méditerranéen. Donc vous avez déjà dû voir cette fameuse pyramide de l'alimentation méditerranéenne qu'on a réactualisée en 2011 par consensus. Donc qui dit que les boissons importantes, ce n'est pas les boissons sucrées, c'est d'abord de l'eau, même si elle est un peu aromatisée, voire un peu de vin, si c'est en modération, que la base des repas, ça doit être des fruits, des légumes et des céréales peu raffinées, qu'on peut, puis de l'huile d'olive, puis un peu de laitage, puis des noix, des amandes et des graines, des olives, des herbes, des épices, et puis en quantité déjà plus limitée, puisque c'est quelques fois par semaine et de façon limitée, de la viande de volaille, des poissons de fruits de mer, des œufs, des légumes secs, de la viande rouge de façon très limitée, des charcuteries de façon très limitée aussi, et les sucreries de façon très limitée. Vous voyez que ça rejoint complètement en fait, les recommandations officielles françaises en matière d'alimentation. C'est ce qui se passait dans les années 50 dans les pays méditerranéens, en particulier en Grèce. On l'a perdu en grande partie, puisqu'on s'est mis à consommer ici comme dans le reste du pays. Et c'est un enjeu majeur que de revenir à ce modèle d'alimentation extrêmement bénéfique pour la santé, ça fait des décennies qu'on le sait, et aussi bénéfique pour l'environnement, ça a été calculé par des études récentes par des collègues espagnols. Voilà, donc pour terminer, juste pour dire qu'il faut qu'on s'y mette tous. Et quand je dis tous, c'est tous. Ce n'est pas certains, ce n'est pas juste les citoyens qui vont se démener avec des moyens ridicules et que les États, et les gouvernements et les autorités ne bougent pas parce que manifestement, ils n'ont pas compris qu'il fallait bouger et très très vite. Quand on voit les propositions dans la France pour la PAC qui ont été faites, hein, c'est complètement à côté de la plaque, au point que ça a été retoqué par la Commission européenne. C'est pas classique quand même. Hein. C'est-à-dire que les propositions de la France, elles sont revenues de la Commission européenne en disant à la France qu'il fallait quand même faire quelque chose d'un peu plus clivant et d'un peu plus sérieux, quoi. En gros, on en est là, en France. Donc vous voyez que ça pose quand même des questions majeures sur la prise de responsabilité de la situation qui est d'urgence. Hein. On ne peut pas l'appeler autrement. Hein. Il n'y a pas que le Covid qui est urgent aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut absolument faire de l'information à tous les niveaux, qu'elle soit nationale, locale, continentale. Bien sûr, il faut l'adapter aux conditions locales et aux situations locales. C'est sûr que dans la région, on est en gros déficit de production animale, par exemple. Donc on n'est pas du tout dans la situation de surproduction animale comme dans certaines régions. Par contre, notre consommation alimentaire, c'est la même en gros qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on consomme énormément de produits animaux, ce qui veut dire qu'il faut les importer. Ça n'a pas du tout été évoqué tout à l'heure, mais il y a un rapport qui vient de sortir par Solagro qui montre que 38% de l'alimentation des Français aujourd'hui est importée. 38%. D'accord. Donc vous vous rendez compte le niveau de... Et dans notre région, parce qu'une étude a été faite au niveau de la région, c'est particulièrement vrai pour les produits animaux, puisqu'on en produit peu dans notre région. Donc là aussi, ça pose des questions d'interaction entre le local et le moins local qui sont intéressantes. Donc il faut qu'à tous les niveaux, il y ait des engagements majeurs qui soient pris le plus rapidement possible si on veut sauver l'agriculture et si on veut sauver, la planète et si on veut sauver les citoyens. C'est sûr que les pâtes sont de super exemples au niveau local de comment mettre ensemble tous les partenaires concernés, donc les institutions, les citoyens, tous les acteurs, quels qu'ils soient, de façon à vraiment gérer cette transition au mieux. Le but, il faut pas l'imposer, parce qu'imposer les choses, c'est pas la meilleure façon. Par contre, il faut absolument que le débat soit organisé autour de ça. C'est pour ça que ces forums sont super intéressants et que ça débouche sur des actions, parce que l'action devient absolument urgente, et en particulier pour la nouvelle génération. Donc, et ça concerne vraiment très fortement aussi les acteurs économiques, qui jusqu'à maintenant se sont essentiellement arc-boutés sur leurs intérêts corporatistes et privés. Il faut absolument que ces acteurs comprennent que
je dirais, leur survie est aussi liée à celle de tout le monde et de la planète. Et qu'il n'y a pas que les dividendes de leurs actionnaires qui sont le seul objectif qu'ils doivent remplir. Et donc ça concerne les producteurs, les transformateurs, les distributeurs au niveau de l'alimentation, et ça ne concerne pas que les citoyens qui sont au bout de la chaîne et qui, dans beaucoup de cas, sont plus au fait de ces questions que les acteurs économiques, ce qui est quand même assez dramatique. Voilà, et puis bon, l'engagement des citoyens et des familles, on le sait, il est trop limité bien sûr, mais il est parfois souvent quand même très important. Donc si on s'y met tous, on peut espérer relever un certain nombre de défis, mais il y a vraiment urgence et on n'a pas le temps d'attendre. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces questions-là, j'ai publié un livre l'année dernière sur le sujet. Vous aurez plus de détails que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas.